Quand on regarde la carte de l'Arctique, ces espaces blancs infinis entre les rares points que sont les stations de recherche, on commence à comprendre combien il reste encore d'endroits où l'homme n'a jamais mis les pieds. Mais il existe des endroits encore plus étranges, ceux où l'homme a autrefois mis les pieds, puis qui ont été tout simplement effacés de toutes les cartes, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est précisément dans un tel endroit que je me suis rendu en février 2026 avec un groupe de chercheurs, et ce que nous y avons découvert a changé ma perception non seulement de l'histoire de la guerre froide, mais aussi des limites de la science humaine. Je m'appelle Victor, j'ai 42 ans et je travaille depuis 18 ans comme archéologue, spécialisé dans les sites militaires abandonnés de l'époque de la guerre froide. C'est un domaine très spécifique de l'archéologie, auquel peu de gens s'intéressent, car la plupart de ces sites sont encore classés secrets ou situés dans des endroits difficiles d'accès. Mais c'est précisément cette spécialisation qui m'a conduit à participer à un projet officiellement intitulé « Étude des colonies abandonnées du secteur américain de l'Arctique », mais que nous appelions entre nous simplement la ville fantôme. Tout a commencé en décembre 2025, lorsque j'ai reçu un appel d'un certain David Clarkson, qui s'est présenté comme le directeur d'un fonds de recherche privé étudiant l'histoire de la présence militaire américaine dans l'Arctique. Il m'a dit qu'il avait un projet très intéressant qui nécessitait l'intervention d'un spécialiste de mon profil et m'a proposé de nous rencontrer pour en discuter plus en détail. La rémunération qu'il m'a indiquée au téléphone était suffisamment élevée pour que j'accepte le rendez-vous, même sans connaître les détails. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre de Moscou 3 jours après son appel. David s'est avéré être un homme d'environ 55 ans, aux cheveux gris soigneusement coupés, vêtu d'un costume gris coûteux et ayant les manières d'un homme habitué à diriger. Il a commandé un café, a sorti un dossier de documents de son porte-documents et l'a posé sur la table, entre nous. Ce que je vais vous montrer et vous raconter maintenant est une information partiellement déclassifiée, obtenue grâce à des demandes en vertu de la loi sur la liberté d'information, a-t-il commencé en ouvrant le dossier. Mais de nombreux détails restent encore classés secrets, et nous devrons travailler dans une zone grise entre le légal et le pas tout à fait légal. Êtes-vous prêt pour cela ? J'acquiesçai, intrigué, et il continua en étalant devant moi des photocopies de jaunis de documents portant les mentions « top secret » et « à usage interne ». Entre 1958 et 1964, les États-Unis ont construit et exploité une installation secrète dans l'Arctique canadien sur l'île d'Ellesmere, à 200 km de la population la plus proche, a déclaré David en pointant du doigt la carte. Officiellement, il s'agissait d'une station météorologique appelée Fort Conger Nord. Officieusement, c'était un centre de recherche pour le développement d'armes biologiques adaptées à une utilisation dans des conditions de froid extrême. Il sortit plusieurs photos en noir et blanc, prises depuis les airs. On y voyait des rangées de baraques identiques, plusieurs grands hangars, une tour radio et ce qui semblait être une piste d'atterrissage. Au plus fort de son activité, jusqu'à 250 personnes y travaillaient, des scientifiques, des militaires, du personnel de service, poursuivit David. Il menait dans des expériences sur différentes souches de bactéries et de virus, essayant de créer des agents pathogènes capables de se propager efficacement dans les conditions arctiques. Mais en 1963, un incident s'est produit. Les détails sont encore classés secrets, mais on sait que la station a été évacuée en urgence, que tous les employés ont été transférés sur le continent et que le site a été mis en sommeil et simplement abandonné. Que s'est-il passé ? Ai-je demandé en regardant les photos. La version officielle est qu'il y a eu un accident avec une fuite de matière dangereuse qui n'a pas pu être localisée. C'est pourquoi il a été décidé d'évacuer le personnel et de sceller l'installation,
répondit David en haussant les épaules. Les rumeurs officieuses parlent niam de quelque chose de beaucoup plus grave. On parle non seulement d'essais d'armes biologiques, mais aussi de quelque chose lié aux modifications génétiques, des tentatives de créer des organismes capables de survivre et de fonctionner à des températures extrêmement basses, des créatures qui pourraient devenir des armes vivantes dans le théâtre des opérations militaires arctiques. J'ai senti un frisson me parcourir le dos, et ce n'était pas à cause de la climatisation du café. Des créatures? Vous êtes sérieux? Je vous transmets ce qui est écrit dans les mémorandums déclassifiés. David sortit un autre document. Voici une note de service datant d'août 1963 qui mentionne une situation critique avec les spécimens de la série Delta Sept et l'impossibilité de reprendre le contrôle des sujets expérimentaux. Ce que l'on entendait exactement par sujets expérimentaux n'est pas précisé. Et vous voulez que j'aille là-bas pour découvrir ce qui s'est passé? Exactement, répondit David en rangeant les documents dans le dossier. Nous constituons une équipe de 6 personnes. Vous, en tant qu'archéologue et historien, un biologiste, un médecin, un technicien, un caméraman et un coordinateur de l'expédition. La durée est de 3 semaines, dont 1 semaine pour l'aller-retour et 2 semaines sur place. La mission consiste à mener une étude archéologique du site, à collecter des échantillons, des documents et tout matériel susceptible d'aider à comprendre ce qui s'est réellement passé là-bas. Nous sommes particulièrement intéressés par les notes de laboratoire, les échantillons de matériel biologique et toute preuve d'expérience. J'ai longuement regardé les photos de cette ville abandonnée au milieu du désert arctique, ces rangées de baraques identiques, recouvertes de neige. C'était exactement le type de projet qui m'avait poussé à me lancer dans l'archéologie militaire. La possibilité de dévoiler une page oubliée et classée secret de l'histoire, de découvrir la vérité sur ce qui se passait derrière des portes closes pendant la guerre froide. « Quand partons-nous » ai-je demandé. Le 15 février, de Moscou à Ottawa, puis de là à Resolute Bay, et enfin en hélicoptère jusqu'au site, répondit David en me tendant la main. Bienvenue dans l'équipe. Au cours des 6 semaines suivantes, je me suis préparé pour l'expédition en étudiant toutes les informations disponibles sur l'île d'Ellesmere, les programmes de militaires américains dans l'Arctique et les recherches biologiques menées pendant la guerre froide. Je trouvais étonnamment peu d'informations sur la station Fort Congé Nord, quelques brèves mentions dans des documents déclassifiés, 2 ou 3 photos dans les archives, et c'est tout. Comme si quelqu'un avait soigneusement effacé toute trace de l'existence de cet endroit. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans les archives d'une université américaine. Le journal intime d'un scientifique nommé Robert Hendrickson, qui a travaillé à la station de 1959 à 1962. Le journal a été numérisé et rendu public après la mort de son auteur en 2018, mais, à en juger par le nombre de vues, presque personne ne l'a lu. Le journal contenait des notes intéressantes, en particulier sur les derniers mois de travail de Hendrickson à la station. Il y parlait du « projet Endurance », dont l'objectif était de créer des organismes capables de supporter des températures allant jusqu'à moins 60 degrés et plus. Il mentionnait des expériences de modification génétique de bactéries, puis d'insectes, puis d'organismes plus grands. Dans ses dernières notes, datées de mai 1962, il écrivait « Les échantillons de la série D donnent des résultats incroyables. Non seulement ils survivent à moins 50 degrés, mais ils font également preuve d'une agressivité et d'une adaptabilité accrue. Le docteur Stromberg pense que nous sommes sur le point de faire une découverte majeure. Je crains cependant que nous ayons découvert quelque chose que nous ne pourrons pas contrôler. » Après cela, les notes s'interrompent brusquement, et la note suivante est datée de septembre 1962
et rédigé à Washington, où Hendrickson était retourné après la fin de son contrat. Il n'y avait pas un mot sur ce qui s'était passé entre mai et septembre. J'ai imprimé les pages les plus importantes du journal et les ai ajoutées à mon dossier contenant les documents pour l'expédition, sentant intuitivement que ces informations pourraient s'avérer importantes. Le 15 février 2026, j'ai rencontré les autres membres de l'équipe à l'aéroport de Sheremetyevo. David m'a présenté tout le monde à tour de rôle, et j'ai enfin vu les personnes avec lesquelles j'allais passer les 3 prochaines semaines dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Le docteur Margaret Chen, une femme d'une quarantaine d'années, d'apparence asiatique, microbiologiste à l'Université de Californie, spécialisée dans les organismes extrémophiles, ceux qui survivent dans des conditions extrêmes. Elle était venue spécialement de San Francisco pour cette expédition et semblait à la fois enthousiaste et un peu tendue. Le docteur Thomas Eriksson, un homme d'une 50aine d'années d'apparence scandinave et à la barbe rousse épaisse, était un médecin militaire à la retraite qui avait travaillé dans des bases américaines au Groenland et en Alaska. Il était chargé de veiller à notre santé et de nous prodiguer des soins médicaux en cas de besoin. Alex Morozov, un jeune homme de 28 ans, technicien et ingénieur, responsable de l'équipement, des communications, de l'alimentation électrique et de tout l'aspect technique de l'expédition. Malgré son jeune âge, il donnait l'impression d'être un professionnel très compétent. Jessica Wright, une femme de 35 ans, caméraman et documentariste, qui devait filmer tout ce qui se passait pour un rapport ultérieur et, éventuellement, un documentaire. Elle avait 3 caméras de formats différents et une valise entière d'équipements supplémentaires. Et David Clarkson, lui-même, coordinateur de l'expédition, l'homme qui avait organisé tout le projet et assuré son financement. Nous avons pris un vol pour Ottawa dans la soirée et, pendant le vol, j'ai discuté avec Margaret de son travail et de ce qu'elle savait des expériences biologiques dans l'Arctique. La logique est claire, expliquait-elle en buvant un jus de tomate. L'Arctique était l'endroit idéal pour tester des armes biologiques destinées à être utilisées dans des climats froids. Si une guerre avec l'URSS éclatait, une grande partie des combats se déroulerait précisément dans les régions nordiques. Ils avaient des besoins d'armes qui fonctionneraient efficacement à des températures inférieures à moins 40 degrés, lorsque les bactéries et les virus ordinaires gèlent et deviennent inactifs. Et ils pouvaient créer cela avec les technologies des années 60? Le génie génétique tel que nous le comprenons aujourd'hui n'existait pas encore à l'époque, répondit Margaret en haussant les épaules. La structure de l'ADN n'a été découverte qu'en 1953, mais ils pouvaient utiliser la sélection, la mutagenèse par irradiation, les mutagènes chimiques, prendre des organismes qui vivent naturellement dans des conditions froides et essayer de les modifier, de renforcer les propriétés nécessaires. C'est primitif selon les normes modernes, mais tout à fait fonctionnel. Et créer quelque chose comme une arme vivante, un organisme qui serait à la fois résistant au froid et représenterait une menace physique directe? Margaret me regarda attentivement. Vous parlez de ces rumeurs sur les sujets expérimentaux? Théoriquement, c'est possible s'ils ont travaillé avec des organismes de grande taille. Mais contrôler une telle création serait extrêmement difficile si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Elle n'a pas terminé sa phrase, mais j'ai compris où elle voulait en venir. J'ai passé le reste du vol à réfléchir à ce que nous pourrions trouver dans cette ville abandonnée au milieu de la glace arctique. Nous avons passé 2 jours à Ottawa à remplir les dernières autorisations et documents, à acheter du matériel supplémentaire et à vérifier notre équipement. Le 17 février, nous avons pris un petit avion charter pour Resolute Bay, un minuscule village situé sur l'île Cornwallis, l'un des lieux habités les plus septentrionaux du monde.
Le vol a duré 5 heures au-dessus d'étendues enneigées à perte de vue, d'une mer gelée et d'îles recouvertes de glace éternelle. Resolute Bay nous a accueillis avec une température de moins 37 degrés et un vent glacial contre lequel aucun vêtement ne pouvait nous protéger. Nous avons passé la nuit dans un hôtel local, une baraque en bois chauffée au poêle et dotée d'un confort minimal. Et le matin du 18 février, un hélicoptère était venu nous chercher. Le pilote, un Canadien nommé John, nous a averti que le temps dans la région de l'île d'Ellesmere était instable et que nous n'avions qu'une seule fenêtre pour voler. Si nous ne partions pas aujourd'hui, la prochaine occasion ne se présenterait pas avant une semaine. Nous avons décidé de ne pas attendre et avons chargé tout notre équipement dans l'hélicoptère. Le vol a duré 2 heures et demie au-dessus d'un paysage complètement désertique, blanc, plat et infini. Parfois, des tauros, des amoncellements de glace ressemblant à des vagues figées, flottaient en dessous. Parfois, des affleurements rocheux, noirs et anguleux, se détachèrent sur le fond blanc. Mais dans l'ensemble, c'était simplement un espace blanc s'étendant à l'horizon dans toutes les directions. « Là-bas !» cria John par-dessus le bruit des moteurs en pointant du doigt. Je regardai dans la direction indiquée et vis à l'horizon quelque chose de sombre qui se détachait sur la neige. À mesure que nous nous approchions, les contours devenaient plus nets. Des rangées de bâtiments, des hangars, une tour radio, une ville abandonnée au milieu d'un désert de glace. Nous descendîmes et commençâmes à tourner au-dessus de la station. D'en haut, on voyait bien le plan de la ville, une place centrale avec un mât au milieu, d'où partaient 4 rues bordées de baraques d'habitation des 2 côtés. À la lisière de la ville se trouvaient 3 grands hangars, et plus loin, encore, ce qui ressemblait à une piste d'atterrissage, bien qu'elle fût entièrement recouverte de neige. Tous les bâtiments étaient armatés gris, avec des toits plats, absolument identiques et sans caractère. « Où allons-nous atterrir ?» cria John. « Sur la place centrale », répondit David en étudiant le plan de la station. « Il y a suffisamment de place là-bas. » L'hélicoptère descendit et atterrit en douceur au centre de ce qui était autrefois la place principale de la station Fort Congenor. Les moteurs s'éteignirent et un silence absolu s'installa, si complet et si mortel qu'il résonnait dans nos oreilles. Nous avons commencé à décharger le matériel, sac à dos, caisse d'équipement, tente, générateur, carburant, nourriture pour 2 semaines. La température extérieure était de moins 42 degrés, et même avec un équipement arctique complet, le froid pénétrait à travers toutes les couches de vêtements et nous glaçait jusqu'aux os. « Je viendrai vous chercher ici le 1er mars, a déclaré John lorsque nous avons terminé le déchargement. Si quelque chose se produit avant, contactez-moi par téléphone satellite, mais n'oubliez pas que si le temps se gâte, je ne pourrai pas venir, même si je le souhaite vraiment. Alors surveillez bien les prévisions météo et ne faites pas de bêtises. » Il décolla et nous restâmes seuls dans cette ville morte, entourée de bâtiments gris et silencieux, abandonnés depuis 63 ans. Nous avons d'abord choisi l'une des baraques pour y installer notre camp de base. David et Alex sont allés inspecter les bâtiments voisins pour vérifier leur état et leur sécurité, tandis que les autres ont commencé à déballer le matériel sur la place. Ils sont revenus au bout de 22 minutes et ont désigné une baraque située dans la 2e rangée, à droite de la place. « Celle-ci est en meilleur état », a déclaré Alex. « Le toit est intact, les fenêtres sont condamnées avec du contreplaqué, la porte est en place. L'intérieur est sec et relativement propre. Ça ira pour la base. Nous avons transporté tout notre équipement dans la baraque choisie. Il ne faisait pas beaucoup plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, peut-être moins 30 au lieu de moins 42, mais la différence était perceptible. La baraque était une longue pièce rectangulaire avec des rangées de lits métalliques le long des murs, une table et des chaises au centre,
un poêle dans un coin. Tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière et de givre, mais dans l'ensemble, cela semblait en bon état pour un bâtiment abandonné depuis plus de 60 ans. Alex s'est mis à installer le générateur et à faire le câblage électrique temporaire. Thomas a allumé le poêle avec les briquettes de combustible que nous avions apportées. Les autres ont disposé les sacs de couchage et installé le matériel. Au bout de 2 heures, nous avions un campement relativement confortable, avec de l'électricité, du chauffage et des équipements rudimentaires mais fonctionnels. « Bon », dit David lorsque nous nous sommes tous rassemblés autour de la table avec une tasse de thé chaud. « Demain, nous commencerons l'examen systématique. Victor, Jessica et toi allez inspecter les baraques d'habitation et les bâtiments administratifs, à la recherche de documents, d'effets personnels, de tout ce qui pourrait fournir des informations sur les personnes et les événements. Margaret, avec Thomas, vous chercherez le bloc médical et les laboratoires. Vous vous intéresserez à tous les échantillons biologiques, aux registres d'expérience, aux équipements. Alex et moi nous occuperons des hangars et des locaux techniques. Vous avez tous des talkies-walkies. Nous communiquerons toutes les heures. Personne ne part seul, seulement par 2. C'est clair ? Nous avons acquiescé. Le plan était raisonnable et sûr. Mais dès la première nuit, j'ai compris que quelque chose n'allait pas dans cet endroit. Je me suis réveillé vers 3 heures du matin à cause d'un bruit étrange. Pas fort, mais suffisamment distinct pour me réveiller en plein sommeil. C'était comme un grincement ou un grattement, du métal contre du métal, lent et méthodique. J'étais allongé dans mon sac de couchage, à l'écoute. Le bruit s'est répété, plus près cette fois, puis encore. Puis il s'est arrêté. J'ai regardé les autres. Tout le monde dormait, personne ne s'était déréveillé. Peut-être que j'avais imaginé, ou que le vent faisait bouger un morceau de ferraille non fixé à l'extérieur. Mais quand j'ai essayé de me rendormir, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que quelqu'un ou quelque chose se promenait entre les baraques dans l'obscurité, s'arrêtait devant les portes, écoutait, essayait de comprendre s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. C'était un sentiment irrationnel, mais il ne m'a pas quitté jusqu'à l'aube. Le matin du 19 février, nous avons été accueillis par un soleil arctique éclatant, qui pendait bas à l'horizon, teintant la neige de nuances roses et dorées. La température était tombée à moins 45 degrés, et sortir de la baraque était physiquement douloureux. Le froid pénétrait instantanément à travers tous les vêtements et brûlait les poumons à chaque inspiration. Nous avons pris notre petit déjeuner, composé de porridge chaud et de café fort, vérifié notre équipement, et nous sommes répartis en binôme selon le plan établi la veille. Jessica et moi nous sommes dirigés vers une rangée de baraques dans la partie nord de la station, qui était indiquée sur le plan comme étant le secteur résidentiel Alpha. Jessica portait une caméra et filmait sans arrêt les bâtiments, les rues, les traces de nos bottes dans la neige immaculée. Tout autour semblait mort et figé dans le temps, comme le décor d'un film sur la fin du monde. La première baraque dans laquelle nous sommes entrés s'est avérée être un dortoir pour le personnel subalterne. À l'intérieur, il y avait 2 rangées de lits, superposés en métal, soit 16 couchages au total. Sur certains lits, il y avait encore de vieilles couvertures militaires, grises et durcies par le temps et le froid. Sur l'un des lits, une photo décolorée était accrochée au mur. Un jeune homme en uniforme militaire embrassait une jeune fille devant une maison. Imagine ce qu'ont ressenti ces gens lorsqu'on leur a ordonné d'évacuer immédiatement, dit Jessica en prenant une photo en gros plan. Ils n'ont même pas eu le temps de prendre leurs effets personnels. Ils se sont simplement levés et sont partis, laissant toute leur vie ici. J'ai ouvert le casier métallique près d'un des lits. À l'intérieur se trouvait une veste d'hiver, plusieurs livres à couverture, rigides sur une étagère, un paquet de cigarettes Camel froissées et un briquet Zippo gravé des initiales
RT. J'ai pris l'un des livres. C'était le roman de Hemingway, L'adieu aux armes, édition de 1956. Sur la page de garde, il y avait une dédicace. À Ray, de Suzanne. Reviens sain et sauf. Je t'aime. Ray n'est pas revenu chercher son livre. Je me demande s'il est rentré sain et sauf ou si quelque chose lui est arrivé ici, dans cet endroit maudit. Nous avons passé environ 1 heure dans la baraque, inspectant méthodiquement chaque recoin, photographiant nos découvertes, rangeant les documents intéressants et les effets personnels dans un sac à dos pour les étudier plus tard. J'ai trouvé plusieurs lettres qui n'avaient jamais été envoyées, un carnet avec des notes sur la météo et les températures quotidiennes, un vieux numéro du magazine Life datant d'avril 1962. La baraque suivante était la cantine. De longues tables avec des bancs, une cuisine au fond avec des cuisinières industrielles et d'énormes casseroles. Sur l'une des tables, il y avait encore des assiettes et des tasses en aluminium, comme si quelqu'un venait de finir de déjeuner et était sorti. Mais tout était recouvert d'une épaisse couche de givre et de poussière, et lorsque je touchais l'une des tasses, elle était collée à la table. « Regarde !» dit Jessica en montrant le tableau d'affichage accroché au mur. Je m'approchai. Sur le tableau étaient accrochées des feuilles de papier jaunies avec des annonces et des ordres imprimés. La plupart étaient bas les standards. Horaires de service, menu de la cantine pour la semaine, rappel des règles de sécurité. Mais une annonce se démarquait. Elle était imprimée à l'encre rouge sur du papier blanc, en grosses lettres. Attention à tout le personnel de la station. À compter du 23 juin 1963, un état d'urgence est déclenché. Il est strictement interdit de sortir de la zone résidentielle sans autorisation spéciale. Le secteur Delta est déclaré zone interdite. Les contrevenants seront punis selon les lois en vigueur en temps de guerre. Sur ordre du commandant de la station, le colonel Daniels. Le 23 juin 1963. C'était 2 mois avant l'évacuation de la station qui, selon les documents, a eu lieu à la fin du mois d'août de la même année. « Qu'est-ce que le secteur Delta ?» demanda Jessica en filmant l'annonce avec sa caméra. Je sortis la carte de la station que David nous avait donnée. J'étudiai les indications. Le secteur Delta était constitué de 3 grands hangars, situés à la limite sud de la station, ceux-là même que j'avais vus depuis l'hélicoptère. « Des laboratoires, répondis-je. C'est là que se déroulaient les principales expériences. Nous avons quitté la cantine et avons poursuivi notre exploration. Les 3 baraques suivantes étaient des bâtiments administratifs, des bureaux, des cabinets, des salles de réunion. Dans l'un des cabinets, j'ai trouvé un coffre-fort dont la porte était ouverte et qui était vide. Apparemment, tous les documents importants avaient été emportés lors de l'évacuation. Mais dans la poubelle sous la table se trouvaient des feuilles de papier froissées qui, pour une raison quelconque, n'avaient pas été jetées. J'ai défroissé l'une des feuilles. C'était une page du journal d'enregistrement des expériences daté du 15 juin 1963. Le texte manuscrit était parfois illisible, mais j'ai pu en déchiffrer l'essentiel. Expérience numéro D, 723. Échantillon numéro 17. Administration d'une dose de 50 ml de sérum modifié de la série Endurance 4. La réaction du sujet a dépassé toutes les attentes. La température corporelle a chuté à -2 degrés Celsius sans effet négatif apparent. Le métabolisme a ralenti de 70%, mais l'activité cérébrale était restée à un niveau normal. La force physique a augmenté d'environ 2 fois et demi. L'agressivité a considérablement augmenté. Le sujet montre des signes de modification de la conscience et le reste du texte était effacé et illisible. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Jessica par-dessus mon épaule. « Ils ont injecté quelque chose à des êtres vivants pour essayer de les adapter au froid extrême, répondis-je en photographiant le document avec mon téléphone. Et d'après cette note,
L'expérience a été couronnée de succès. Trop de succès. Nous avons trouvé plusieurs autres feuilles similaires dans différents bureaux. Des bribes de rapports, des fragments de protocoles, des brouillons de lettres. Peu à peu, le tableau de ce qui s'était passé ici a commencé à se dessiner. Le projet Endurance a été lancé en 1958 dans le but de créer une arme biologique efficace dans les conditions climatiques arctiques. Au début, les expériences ont été menées sur des bactéries et des virus, puis sur des insectes, puis sur de petits mammifères, des rats, des lapins. En 1961, ils sont passés à des animaux plus grands, chiens, singes, ours. Ils ont mis au point une série de sérums qui modifiaient le métabolisme de l'organisme, lui permettant de fonctionner à des températures bien inférieures à 0. Les effets secondaires comprenaient une agressivité accrue, une augmentation de la force physique et des modifications de la structure des tissus de l'organisme. En 1963, ils ont créé une série de spécimens sous le nom de code Deltacept, des créatures capables de survivre et de rester actives à des températures pouvant atteindre moins 60 degrés. Mais quelque chose a mal tourné. En juin 1963, un incident s'est produit, à la suite duquel l'état d'urgence a été déclaré et l'accès au secteur Delta a été fermé. Et en août, la station a été évacuée en 48 heures. Nous sommes revenus au camp de base pour le dîner, gelés et fatigués. Margaret et Thomas étaient déjà là, se réchauffant près du poêle et buvant du thé chaud. David et Alex sont revenus une demi-heure plus tard. Nous nous sommes rassemblés autour de la table et avons commencé à partager nos découvertes. J'ai montré les documents que j'avais trouvés. J'ai parlé du projet Endurance et de l'incident de juin 1963. Margaret écoutait avec un intérêt croissant, et quand j'ai eu fini, elle a sorti un conteneur en plastique de son sac à dos. « Nous avons trouvé l'unité médicale », a-t-elle dit. Il était partiellement détruit, le toit s'était effondré, mais certaines choses avaient survécu, notamment un réfrigérateur contenant des échantillons. Elle ouvrit le conteneur. À l'intérieur se trouvaient plusieurs tubes, scellés contenant un liquide congelé. Chaque tube était muni d'une étiquette sur laquelle était inscrit « Endurance 3, Endurance 4, D-Sept-A ». Ce sont les sérums qu'ils ont utilisés dans leurs expériences, dit Margaret en prenant délicatement l'un des tubes. Ils sont restés congelés pendant 63 ans. Je ne sais pas dans quelle mesure elles sont encore actives, mais elles constituent un matériel inestimable pour l'analyse historique et des scientifiques. « Qu'avez-vous trouvé ?» demandai-je à David et Alex. « Nous avons inspecté le premier hangar », répondit Alex en sortant une tablette contenant des photos. Il y avait un entrepôt de fournitures et un garage avec du matériel. Tout a été pillé ou emporté lors de l'évacuation. Mais dans un coin reculé, nous avons trouvé une porte verrouillée menant à un tunnel souterrain. La serrure était vieille, nous l'avons ouverte. Le tunnel mène vers d'autres hangars, mais au bout de 50 mètres, il y a un éboulement. Le plafond s'est effondré. Les tunnels souterrains entre les bâtiments sont une pratique courante pour les stations arctiques, a déclaré Thomas. En hiver, la température à la surface peut descendre jusqu'à moins 60 degrés, et même plus, sans compter le vent et les tempêtes de neige. Les tunnels permettent de se déplacer en toute sécurité entre les différents bâtiments. « Nous devons entrer dans ces hangars », a déclaré David avec détermination. Si les expériences principales ont été menées dans le secteur Delta, c'est là que nous trouverons les réponses à nos questions. Demain, nous essaierons de dégager les débris dans le tunnel. Si cela ne fonctionne pas, nous irons à la surface. Nous avons passé le reste de la journée à systématiser les documents trouvés, à prendre des notes et à photographier les documents. Jessica a monté un court reportage vidéo sur la première journée de recherche. Margaret a emballé les tubes à essai contenant les sérums dans un conteneur isotherme pour le transport.
À la tombée de la nuit, et en février, dans l'Arctique, cela se produit vers 17 heures. Nous avons dîné de conserves et de viande lyophilisée, puis nous nous sommes retirés dans nos sacs de couchage. Allongé, je repensais à tout ce que nous avions appris aujourd'hui. Le projet Endurance, les créatures de la série Delta Sept, l'incident qui avait entraîné la fermeture de la station. Que s'était-il exactement passé ici en juin 1963? Et qu'était-il advenu de ces créatures après l'évacuation des humains? Je m'endormis avec ces pensées, mais je me réveillai à nouveau au milieu de la nuit à cause d'un bruit. Cette fois, ce n'était pas un grattement, mais quelque chose d'autre, un bourdonnement grave, semblable à un lointain hurlement du vent, mais plus régulier et plus prolongé. Il dura une vingtaine de secondes, puis s'arrêta, avant de se répéter, cette fois de l'autre côté. Je me suis levé, j'ai enfilé ma veste et je me suis approché de la fenêtre. J'ai regardé dehors à travers la fente entre les planches qui barricadaient la fenêtre. Dehors, il faisait complètement noir, éclairé seulement par la faible lumière de la lune qui se reflétait sur la neige. Une place vide, les silhouettes des bâtiments, une immobilité absolue. Rien d'inhabituel. Mais alors que j'étais sur le point de m'éloigner de la fenêtre, j'ai vu un mouvement entre les baraques d'en face. Quelque chose de grand, de sombre, se déplaçant à quatre pattes. Cela a traversé la rue entre deux bâtiments et a disparu dans l'ombre. Je me suis figé, scrutant l'obscurité, mais je n'ai rien vu d'autre. Peut-être était-ce simplement une illusion d'optique, un jeu d'ombre et de lumière lunaire. Peut-être. Mais mon intuition me disait qu'il s'agissait d'autre chose, quelque chose qui était resté ici après le départ des gens, quelque chose qui avait vécu tout ce temps dans cette ville morte et qui savait maintenant que nous étions là. Le matin du 20 février, j'ai raconté aux autres ce que j'avais vu pendant la nuit. Les réactions ont été diverses. David a froncé les sourcils et a dit que c'était peut-être un ours polaire qui s'était égaré jusqu'à la station. Thomas a supposé qu'il y avait des renards polaires dans cette région et que j'avais peut-être vu un gros renard polaire. Margaret était restée silencieuse, regardant pensivement sa tasse de café. Seule Jessica m'a regardé avec compréhension et m'a dit doucement « J'ai aussi entendu quelque chose pendant la nuit. Des bruits à l'extérieur. Ce n'était pas le vent, c'était autre chose. Nous avons pris notre petit déjeuner et avons commencé à nous préparer pour l'expédition dans le secteur Delta. David insistait pour que nous essayions d'abord de dégager le tunnel, car il serait extrêmement difficile et dangereux de marcher à la surface par moins 45 degrés. Nous avons rassemblé des outils, pelles, pieds de biche, lampes portatives, et nous sommes allés au premier hangar où se trouvait l'entrée du tunnel. Le tunnel s'est avéré être un couloir étroit, en béton d'environ 2 mètres de haut et 1,5 mètre de large, avec des tuyaux et des câbles sur les murs. Le sol était recouvert de glace, il fallait marcher très prudemment. Nous avons marché en file indienne, éclairant le chemin avec nos lampes, et après 7 minutes, nous avons atteint les débris. C'était un effondrement important. Le plafond s'était effondré sur 5 mètres, bloquant le tunnel sous des tonnes de béton, d'armature et de terre gelée. Alex examina les débris, essaya de déplacer quelques gros morceaux de béton, puis secoua la tête. « Sans équipement lourd, nous ne pourrons pas déblayer cela, » dit-il. « Il faudrait une excavatrice, ou au moins un treuil puissant. À la main, cela prendrait 1 semaine, et ce n'est pas sûr que cela puisse se faire en toute sécurité. » « Alors, nous allons passer par la surface, » décida David. Nous sommes retournés au camp de base, nous nous sommes habillés le plus chaudement possible, avons pris des piles supplémentaires pour les lampes torches, et sommes sortis dans la rue. Le secteur Delta se trouvait à 1 kilomètre de la zone résidentielle, et nous y sommes allés par une large route qui était autrefois la principale artère de transport de la station. Des poteaux avec des câbles s'étendaient des 2 côtés de la route,
dont beaucoup s'étaient effondrés sous le poids d'eau de la glace. Il était très difficile de marcher. Le froid nous transperçait malgré toutes nos couches de vêtements. Le vent s'était intensifié et soufflait désormais directement dans nos visages, nous brûlant la peau et nous faisant pleurer. Nous marchions lentement, nous arrêtant souvent pour nous reposer et nous réchauffer en bougeant. Au bout de 20 minutes, nous sommes arrivés au secteur Delta. 3 immenses hangars étaient alignés, chacun de la taille d'une maison à 2 étages. Des murs en tôle, ondulés, des toits plats, de grandes portes coulissantes avec des chaînes et des serrures. Une haute clôture, en fil de fer barbelé, effondrée par endroits, mais encore debout à d'autres, entourait les hangars. Une plaque décolorée était accrochée à la porte de la clôture. Zone d'accès restreint. Accès réservé au personnel de niveau 4 et supérieur. Nous avons trouvé un endroit où la clôture s'était effondrée et avons franchi la brèche pour pénétrer dans l'enceinte. Nous nous sommes approchés du premier hangar. Les portes étaient 20 mètres fermées et verrouillées par un lourd cadenas rouillé. Alex a sorti un coupe-boulon et a sectionné l'arceau du cadenas. Le métal était fragile à cause des nombreuses années de froid et s'est cassé facilement. À 3, David, Alex et moi, nous avons commencé à pousser la porte pour essayer de l'ouvrir. Le mécanisme était rouillé et gelé, mais après quelques minutes d'effort, les portes ont commencé à bouger dans un grincement assourdissant, soulevant un nuage de poussière rouillée. Nous avons ouvert les portes suffisamment pour pouvoir entrer et avons allumé nos lampes. Ce que nous avons vu à l'intérieur du premier hangar nous a tous figés sur place. Le hangar était un immense espace ouvert avec un haut plafond soutenu par des poutres métalliques. Mais ce n'était pas un entrepôt ni un garage comme nous nous y attendions. C'était un laboratoire. Un immense laboratoire occupant toute la surface du hangar. Le long des murs se trouvaient des rangées de tables métalliques avec du matériel de laboratoire. Microscopes, centrifugeuses, flacons en verre et éprouvettes, le tout recouvert d'une épaisse couche de poussière et de givre. Au centre du hangar se trouvaient de grandes chambres en verre, semblables à des aquariums, mais de la taille d'une petite pièce chacune. Il y en avait 8, disposées en 2 rangées. Nous avons lentement avancé à l'intérieur du hangar, éclairant les côtés avec nos lampes torches. Jessica nous suivait, filmant tout avec sa caméra. Margaret s'est arrêtée devant l'une des tables de laboratoire, examinant l'équipement. « Tout cela sert à la recherche génétique », dit-elle doucement. « Voici un appareil d'électrophorèse, une centrifugeuse pour séparer les cellules, et du matériel pour la culture tissulaire. C'est très avancé pour le début des années 60. Ils avaient un équipement de premier ordre. Je m'approchais de la première chambre vitrée et l'éclairais avec ma lampe torche. Le verre était embué, mais on pouvait tout de même distinguer quelque chose à travers. Je sortis un gant et essuyai le verre avec ma manche, nettoyant une petite partie. À l'intérieur de la chambre, sur le sol métallique, se trouvait un tas de matière organique gelée. Au début, je ne comprenais pas ce que c'était, mais ensuite j'ai distingué la forme. C'était un animal, un gros animal, de la taille d'un grand chien ou d'un petit ours, mort et gelé depuis si longtemps qu'il s'était transformé en momie de glace. « Regardez ici !» m'a appelé Alex depuis la 2e chambre. Nous nous sommes approchés. Il avait déjà nettoyé une partie de la vitre et on voyait maintenant clairement ce qu'il y avait à l'intérieur. Un autre animal, mais en meilleur état. C'était sans aucun doute un chien, à en juger par la forme générale de son corps, mais quelque chose n'allait pas. Sa tête était trop grosse, ses mâchoires trop massives, ses membres trop longs et musclés. Son pelage n'était pas celui d'un chien ordinaire, mais étrange, épais et long, presque comme celui d'un ours polaire. « C'est l'un des spécimens expérimentaux », dit Margaret en s'approchant de la vitre. « Ils ont modifié les chiens pour les adapter au froid extrême. Regardez leur pelage.
Ce n'est pas une mutation naturelle, c'est le résultat d'une sélection ciblée ou d'une intervention génétique. Nous avons fait le tour des autres chambres, une par une. Dans chacune d'elles se trouvait un animal mort, tous de taille et d'espèces différentes. Dans la 3e chambre, gisait un singe, ou du moins, ce qui avait autrefois été un singe. Son corps était recouvert d'une épaisse fourrure blanche, ses bras étaient donc disproportionnés, son crâne déformé et hypertrophié. Dans la 4e chambre, il y avait quelque chose qui ressemblait à un loup, mais de la taille d'un petit cheval, avec d'énormes griffes aux pattes et des dents qui ne rentreront pas dans sa gueule fermée. Dans la 5e cellule se trouvait une créature que je ne parvenais pas à identifier. Elle avait la taille d'un gros ours, mais ses proportions étaient complètement anormales. Ses pattes arrière étaient tolées trop courtes, ses pattes avant trop longues, presque comme des bras. Sa tête était ronde, avec de petites oreilles et d'énormes orbites. « Mon Dieu !» murmura Jessica. « Que faisaient-ils ici ?» Ils essayaient de créer des prédateurs arctiques parfaits, répondit Margaret, la voix tremblante. Des créatures capables de survivre et de chasser par n'importe quel froid. Des armes vivantes pour la guerre arctique. Mais à en juger par le fait que tous ces spécimens sont morts, les expériences n'ont pas été très fructueuses. Ou trop fructueuses, murmura David en regardant la 6e chambre. Je m'approchai de lui et regardai à l'intérieur de cette chambre. Elle était vide. Plus précisément, il n'y avait pas d'animal à l'intérieur. Mais le sol de la chambre était profondément rayé. Le métal était éraflé et tordu, comme si quelque chose de très puissant s'était battu contre les parois pour essayer de sortir. Et à l'intérieur de la vitre, dans le coin supérieur droit, il y avait une fissure, pas traversante, mais un réseau profond de fissures rayonnant à partir d'un seul point d'impact. Et le verre était recouvert de quelque chose de sombre et de gelé. J'ai approché la lampe. C'était du sang ancien et gelé. Quelque chose a brisé le verre et est sorti de cette cellule, a déclaré Alex en examinant la fissure. Avec une force suffisante pour briser une vitre de 5 cm d'épaisseur. Quand cela s'est-il produit ? Demanda Jessica. À en juger par l'état du sang et la nature des dommages, il y a très longtemps, répondit Thomas, qui s'approcha pour examiner la tâche. Peut-être il y a plus de 60 ans, au moment même de l'incident. Les 7e et 8e chambres étaient également vides et présentaient toutes deux des dommages similaires. Des éraflures sur le sol, des bosses sur les parois métalliques, des fissures sur le verre. 3 cellules ont été forcées, dit lentement David. Les 3 créatures expérimentales se sont échappées. C'est ce qui a provoqué l'évacuation. Mais où sont-elles passées ensuite ? Demanda Alex. Si elles se sont échappées en juin et que l'évacuation a eu lieu en août, où étaient-elles pendant ces 2 mois ? Ils ont peut-être été tués, supposa Thomas. Les militaires les ont abattus, puis ont emporté ou brûlé leurs cadavres. Ou bien ils se sont enfuis dans l'Arctique et sont morts de faim, ajouta Margaret. Même si ces créatures étaient adaptées au froid, elles avaient quand même besoin de nourriture. Et ici, dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, il n'y a rien d'autre que de la glace et de la neige. Je restai silencieux, repensant à ce que j'avais vu la nuit dernière. Une silhouette sombre se déplaçant entre les baraques, imposante, rapide. Et si toutes les créatures n'étaient pas mortes, et si au moins une avait survécu. Nous avons passé 1 heure supplémentaire dans le premier hangar à tout photographier, à prélever des échantillons et à noter nos observations. Margaret a trouvé plusieurs journaux d'expérience dans une armoire, au fond de la pièce, et nous les avons rapidement feuilletés. Les notes étaient détaillées et effrayantes. Elles décrivaient comment on avait injecté différents sérums aux animaux, comment leur physiologie avait changé, comment leur agressivité et leur force avaient augmenté. 3 spécimens
numérotés, Décept 15, Décept 16 et Décept Dix-7, étaient donc décrits de manière particulièrement détaillée. Décept 15 a été créé à partir d'un loup polaire. Après une série d'injections de sérum, Endurance 4, sa taille a augmenté de 120%, sa température corporelle est tombée à moins 5 degrés et son métabolisme a tellement ralenti que l'animal pouvait se passer de nourriture pendant 3 semaines. Son agressivité a été multipliée par 10. L'animal se cognait constamment contre les parois de la cage, essayant de s'échapper. Le Décept 16 a été créé à partir d'un ours brun. Les résultats ont été encore plus impressionnants. Sa taille a augmenté de 150%. Sa force a tellement augmenté que l'animal pouvait plier des barres de métallique de 2 cm d'épaisseur. Sa fourrure était devenue si épaisse et si dense qu'elle était imperméable aux balles de petit calibre. Le Décept 17 était le plus étrange. Le matériau de départ était un singe, un chimpanzé. Mais après les expériences, ce n'était plus un singe. Les notes décrivaient une créature au cerveau hypertrophié, montrant des signes d'une grande intelligence. Elle résolvait des problèmes complexes, utilisait des outils primitifs et essayait là même de communiquer avec les chercheurs à l'aide d'un système de signes. Mais en même temps, c'était une créature incroyablement dangereuse, dotée d'une force surhumaine et d'une absence totale de peur des humains. La dernière note dans le journal était datée du 22 juin 1963. Les spécimens Décept montrent des signes de comportement coordonnés. Cette nuit, ils ont commencé à frapper simultanément contre les parois de leurs cellules, à un rythme régulier. On a l'impression qu'ils communiquent entre eux par des signaux sonores ou par un autre moyen. Je recommande de renforcer les mesures de sécurité et d'envisager l'arrêt de l'expérience. La situation devient incontrôlable. Le docteur Stromberg ignore mes avertissements. Après cela, l'enregistrement s'est interrompu. Nous sommes sortis du premier hangar, respirant difficilement l'air glacial, stupéfaits par ce que nous venions de voir. Le soleil se couchait à l'horizon, alors qu'il n'était que 3 heures de l'après-midi. En février, les journées sont très courtes dans l'Arctique. Nous devons inspecter les 2 autres hangars, dit David, mais sa voix n'était plus aussi assurée qu'auparavant. Il est déjà tard aujourd'hui, objecta Thomas. Il fera nuit dans 1 heure et il est dangereux de rentrer dans l'obscurité par ce froid. Rentrons à la base, passons la nuit là-bas et continuons demain. David voulait discuter, mais il regarda le ciel, la lumière qui déclinait, nos visages fatigués, et acquiesça. D'accord. Demain, nous reviendrons ici et inspecterons les 2e et 3e hangars. Nous avons repris le chemin du retour. La marche était encore plus difficile que le matin, car la fatigue s'était accumulée et le froid ne faisait que s'intensifier à l'approche du soir. Nous marchions rapidement, presque en courant, essayant de ne pas geler, et après 25 minutes, nous sommes arrivés au camp de base. Nous avons allumé le poêle, mis le générateur en marche et réchauffé la nourriture. Nous nous sommes assis autour de la table, mâchant en silence la viande en conserve et essayant de nous réchauffer. Jessica regardait les images filmées avec la caméra. Margaret prenait des notes dans son carnet, les autres restaient simplement assis, les yeux fixés sur la table. « Nous devons rendre cela public », a finalement déclaré Margaret. « Ce qu'ils ont fait ici est un crime contre la nature et contre l'éthique. Le monde doit connaître la vérité sur le projet Endurance. »« C'est ce que nous ferons, » répondit David. « Mais nous devons d'abord rassembler toutes les preuves. Demain, nous inspecterons les autres hangars, nous rassemblerons tous les documents et échantillons que nous pourrons trouver. Puis nous reviendrons et nous rendrons tout cela public. »« Et qu'en est-il des créatures qui se sont échappées ?» demanda Alex. « Si elles étaient vraiment aussi dangereuses que le décrivent les notes,
Pourquoi les militaires ont-ils simplement abandonné la station et sont-ils partis? Pourquoi n'ont-ils pas nettoyé complètement la zone? Peut-être ont-ils essayé, mais n'ont pas réussi à les trouver, supposa Thomas. L'Arctique est immense, et si ces créatures se sont enfuies dans le désert de glace, il était impossible de les traquer. Ou alors ils les ont trouvés et tués, mais ils ne voulaient pas laisser de traces, alors ils ont emporté les cadavres, ajouta Jessica. Je ne dis rien, mais je repensais à la silhouette sombre que j'avais vue la nuit dernière. Si au moins une de ces créatures avait survécu et vécu ici pendant 63 ans, à quoi ressemblait-elle? À quel point était-elle plus dangereuse? À quel point était-elle plus intelligente? Cette nuit-là, je me suis réveillé à nouveau à cause d'un bruit. Mais cette fois, ce n'était ni des grattements, ni des hurlements. C'étaient des coups forts et réguliers frappés à la porte de notre baraque. 3 coups, une pause, 3 coups, une pause, 3 coups. Je me suis assis dans mon sac de couchage, à l'écoute. Les coups ont repris. J'ai regardé les autres. Jessica s'était réveillée elle aussi, assise, les yeux grands ouverts, fixant la porte. « Quelqu'un frappe », a-t-elle murmuré. « Il ne peut y avoir personne ici », ai-je répondu tout aussi doucement. Mais les coups continuaient, réguliers, insistants, comme si quelqu'un vérifiait s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. David s'est réveillé, puis Alex, puis les autres. Nous étions assis dans le noir et écoutions les coups. « C'est peut-être le vent qui fait bouger quelque chose près de la porte », a suggéré Thomas, mais sa voix semblait incertaine. « Il n'y a pas de vent », murmura Alex. « Il n'y a pas un souffle aujourd'hui. » Les coups cessèrent aussi soudainement qu'ils avaient bien commencé. Le silence total régnait. Nous restâmes immobiles pendant 5 minutes, à l'écoute, mais rien d'autre ne se produisit. « Il faut aller voir », dit David en se levant. « C'est une mauvaise idée », objecta Thomas. « Nous ne savons pas ce qu'il y a dehors. »« C'est justement pour cela qu'il faut aller voir », répondit David en prenant une lampe de poche et en se dirigeant vers la porte. Alex et moi l'avons suivi, munis nous aussi de lampes de poche. David a lentement entrouvert la porte et nous avons éclairé l'extérieur. Tout était vide. La place était recouverte de neige. Les silhouettes des bâtiments se découpaient dans la lumière de la lune. Tout était parfaitement immobile. Mais il y avait des traces dans la neige, juste devant la porte. Pas des empreintes humaines. D'énormes empreintes, longues de 40 cm et larges de 30, avec 4 gros orteils et des traces de griffes. Elles sont menées à notre porte, s'arrêtaient donc juste devant le seuil, puis faisaient un demi-tour et repartaient vers le secteur Delta. Nous sommes restés debout dans l'embrasure de la porte à regarder ces traces, incapables de prononcer un mot. Quelque chose était venu ici pendant la nuit, quelque chose de très grand et de très dangereux. Il avait frappé à notre porte, puis était reparti dans l'obscurité. Nous avons fermé la porte et poussé le verrou, même si nous savions très bien que si la créature qui avait laissé ses traces voulait entrer, aucun verrou ne l'en empêcherait. Nous avons passé le reste de la nuit sans dormir, assis autour du poêle, lampe à la main, à l'affût du moindre bruit, à l'extérieur. Mais rien d'autre ne s'est produit jusqu'à l'aube. Lorsque le jour s'est enfin levé, nous sommes sortis et avons examiné attentivement les traces à la lumière du jour. Elles étaient parfaitement nettes et fraîches, laissées la nuit précédente, et il ne faisait aucun doute qu'elles n'appartenaient en joie pas à un animal que nous connaissions. Les empreintes étaient trop grandes pour un loup ou un renard arctique, de forme irrégulière pour un ours, et la disposition des doigts ne correspondait à aucun des prédateurs arctiques que nous connaissions. Margaret s'accroupit près de l'empreinte et la mesura avec un mètre ruban qu'elle sortit de sa poche, prenant des notes détaillées dans son carnet et photographiant chaque empreinte sous différents angles. La longueur de l'empreinte était de 43 cm.
la largeur à son point le plus large de 31 cm, la profondeur de l'empreinte dans la neige tassée d'environ 8 cm, ce qui indiquait le poids très important de la créature qui avait laissé cette empreinte. D'après la profondeur et la surface de l'empreinte, le poids de l'animal est compris entre 200 et 250 kg, dit Margaret en terminant ses mesures. C'est beaucoup plus que n'importe quel prédateur naturel de cette région. La forme de l'empreinte ne correspond ni à celle d'un ours, ni à celle d'un loup, ni à celle d'aucune autre espèce connue. La disposition des doigts et des griffes suggère un être capable de se déplacer rapidement et, peut-être, d'escalader ou de manipuler des objets avec ses membres antérieurs. C'est l'un des spécimens de la série Deltacept, dis-je, et cela ne sonna pas comme une question, mais comme une affirmation que personne parmi les personnes de présentes ne contesta. « On dirait bien, » acquiesça Margaret, l'une des créatures qui s'est échappée de la chambre en 1963 a survécu et vécu ici pendant toutes ces années. La question est de savoir comment elle a survécu sans nourriture pendant plus de 60 ans, dans un environnement où il n'y a pratiquement aucune biomasse disponible. Peut-être est-elle tombée dans une sorte d'hibernation ou d'anabiose, supposa Thomas en examinant les traces. Si ces sérums ont vraiment modifié son métabolisme de manière aussi radicale, la créature a peut-être appris à ralentir tous ses processus vitaux au minimum, ne se réveillant que de temps en temps pour chercher de la nourriture ou en présence de stimuli externes. Par exemple, lorsque des humains sont apparus à la station pour la première fois en 60 ans, a ajouté Jessica d'un ton sombre. David restait silencieux, regardant les traces menant vers le secteur Delta, et je voyais sur son visage qu'il pesait les options pour la suite. D'un côté, il aurait été logique de contacter immédiatement le pilote et d'organiser une évacuation d'urgence avant que cette créature ne décide de revenir, et cette fois-ci, pas seulement pour frapper à la porte. D'un autre côté, nous avions fait un si long chemin et trouvé tant d'informations importantes qu'il semblait incorrect de partir maintenant sans avoir terminé nos recherches. « Écoutez-moi attentivement », dit finalement David en nous rassemblant tous en cercle. Nous avons deux options. La première, nous contactons John immédiatement, lui demandons de venir dès que possible et d'évacuer les lieux en emportant uniquement ce que nous avons déjà rassemblé. La deuxième option, nous restons, terminons l'exploration des 2 hangars restants, recueillons un maximum d'informations et d'échantillons, puis partons comme prévu initialement. Mais si nous choisissons la deuxième option, nous devons prendre des mesures de précaution sérieuses. « Quelles mesures de précaution avez-vous en tête ?» demanda Alex, la tension perceptible dans sa voix. « Premièrement, personne ne quitte le camp de base seul, seulement en groupe d'au moins 3 personnes. » commença David. Deuxièmement, nous nous armons tous avec ce que nous pouvons. Couteaux, haches, outils pouvant être utilisés comme armes. Troisièmement, nous installons un système d'alarme autour de la baraque, afin de savoir si quelque chose s'approche pendant la nuit. Quatrièmement, nous ne menons nos recherches que pendant la journée, et nous retournons au camp bien avant la tombée de la nuit. J'ai des fusées de détresse dans mon kit d'urgence, ajouta Alex. On peut les disposer autour du périmètre, les attacher à des fils. Si quelque chose touche le fil, la fusée se déclenche et nous sommes avertis. Bon, votons, dit David, qui était pour rester et terminer l'exploration. J'ai levé la main, malgré tous mes instincts de survie qui me criaient de partir d'ici le plus vite possible. C'était une occasion unique de découvrir l'une des pages les plus secrètes de la guerre froide, et je ne pouvais pas la laisser passer. Margaret leva la main après moi, puis Alex, puis, après quelques hésitations, Jessica. Thomas fut le seul à ne pas lever la main, mais lorsqu'il vit que tous les autres boitigeonnaient pour continuer, il soupira et acquiesça. « D'accord, nous restons, dit-il, mais au premier signe de danger réel,
Nous contactons immédiatement le pilote et nous partons d'ici. D'accord ? Nous avons accepté et avons passé les 2 heures suivantes à nous préparer pour l'expédition dans le 2e hangar et à installer un système d'alarme autour de notre baraque. Alex tendit de minces câbles sur le périmètre à environ 30 cm du sol et y attacha 6 fusées de détresse, réglées pour se déclencher au moindre mouvement du câble. C'était un moyen primitif, mais efficace de savoir si quelque chose de gros tentait de s'approcher de notre refuge pendant la nuit. Nous avons également trouvé dans l'un des hangars de stockage plusieurs vieux couteaux de chasse et une hache que nous nous sommes répartis, sachant que contre une créature pesant 250 kg et dotée d'une force surhumaine, ces armes improvisées ne nous donneraient aucun avantage minime, mais que c'était mieux que rien. À midi, nous étions prêts et sommes repartis vers le secteur Delta, tous ensemble cette fois, car personne ne voulait pas rester seul ou en petit groupe à la base. Nous avons emprunté le même chemin que la veille, mais cette fois, chacun d'entre nous regardait constamment autour de lui, scrutant l'espace entre les baraques abandonnées, tendant l'oreille au moindre bruit, cherchant le moindre signe de mouvement ou de présence autre que la nôtre. Le trajet jusqu'au secteur Delta a pris les mêmes 22 minutes, et nous nous sommes retrouvés à nouveau devant une rangée de 3 immenses hangars, entourés d'une clôture en fil de fer barbelé, partiellement effondrée. Les traces de la veille étaient encore visibles dans la neige, nos empreintes menant au premier hangar et revenant vers nous, et ces autres traces énormes et sinistres qui partaient de quelque part au fond du secteur vers notre camp de base et revenaient vers nous. Nous nous sommes dirigés vers le 2e hangar qui se trouvait entre le 1er et le 3e et dont la porte était également fermée par un énorme cadenas recouvert d'une couche de rouille et de givre. Alex a de nouveau utilisé le coupe-boulon et le cadenas a éclaté avec le même craquement sec que la veille. Nous avons ouvert les portes, beaucoup plus rapidement cette fois-ci, car nous savions déjà comment faire, et nous sommes entrés à l'intérieur en allumant toutes les lampes à leur puissance maximale. Ce que nous avons vu dans le 2e hangar était complètement différent du premier, et, d'une certaine manière, encore plus effrayant. Ce n'était pas un laboratoire avec des rangées d'équipements et des chambres de verre. C'était un immense enclos, divisé en plusieurs sections par des murs métalliques, épais d'1,5 mètre de haut. Chaque section était une pièce séparée d'environ 10 mètres sur 10, avec un sol en béton, des murs métalliques et un toit ouvert allant jusqu'au plafond du hangar. Au centre du hangar se dressait une tour d'observation, une structure métallique de 6 mètres de haut, avec une plateforme surmontée d'une balustrade, d'où l'on pouvait voir toutes les sections de l'enclos en même temps. Nous avons gravi cette tour par un escalier métallique et avons regardé les sections en contrebas. Il y avait 12 sections au total, disposées en 3 rangées de 4 sections chacune, et presque toutes étaient vides. Seules 3 sections contenaient quelque chose, et même depuis le haut de la tour d'observation, on pouvait voir qu'il s'agissait des restes d'animaux de grande taille, morts depuis longtemps et transformés en momies gelées sur le sol en béton. « C'était un terrain d'essai », dit Margaret en examinant les sections. Il plaçait les animaux de laboratoire dans ces enclos et observait dès leur comportement dans des conditions contrôlées. Il testait leur agressivité, leurs instincts de chasse, leur capacité d'adaptation et de survie. Nous sommes descendus de la tour et avons commencé à faire le tour des sections une par une, jetant un œil à l'intérieur à travers les portes métalliques qui menaient à chacune d'elles. La plupart des sections étaient complètement vides, à l'exception d'un sol en béton recouvert d'une couche de givre et de vieilles taches qui pouvaient être n'importe quoi. Mais dans 3 sections, il y avait des animaux morts, et nous nous sommes arrêtés devant chacune d'elles pour les examiner de plus près.
Le premier animal dans la section numéro 4 ressemblait à un grand loup, mais avec des proportions tout à fait anormales. Ses pattes arrière étaient disproportionnellement longues et puissantes, comme celles d'un kangourou. Ses pattes avant étaient plus courtes et dotées de griffes massives. Son crâne était allongé avec une mâchoire énorme qui ne se fermait pas complètement, même dans la mort. Son pelage était épais et blanc, idéal pour se camoufler dans la neige, et même après tant d'années, l'animal mort avait toujours l'air menaçant. Le deuxième animal de la section numéro 7 était encore plus étrange. Il avait un corps semblable à celui d'un gros ours, mais sa tête était de forme complètement irrégulière, trop grande et ronde, avec d'énormes orbites dirigées de vers l'avant, comme celles d'un prédateur doté d'une vision binoculaire. Les pattes avant n'étaient pas des pattes au sens habituel du terme, mais plutôt des mains avec des doigts de mobile et un pouce opposable, ce qui permettait à la créature de saisir et de manipuler des objets. Le troisième animal de la section numéro 11 était le plus grand de tous ceux que nous avions vus, presque de la taille d'un grand cheval, avec un corps massif recouvert d'une peau épaisse et d'une fourrure dense. Mais ce qui distinguait vraiment cette créature, c'était ses membres. Ils étaient balayés trop longs et trop musclés, ressemblant davantage aux mains d'un primate qu'aux pattes d'un animal à 4 pattes, avec d'énormes griffes à l'extrémité de chaque doigt qui semblaient capables de déchirer le métal. Nous avons photographié chaque animal sous différents angles, pris des mesures détaillées et des notes, prélevé des échantillons de poils et de tissus pour les analyser ultérieurement. Jessica a tout filmé, documentant méthodiquement chaque détail de cet endroit sinistre, où, il y a des décennies, des scientifiques ont joué à Dieu en créant des monstres pour une guerre, qui, heureusement, n'a jamais eu lieu. Dans le coin le plus éloigné du hangar, nous avons trouvé une autre porte menant à une petite pièce qui s'est avérée être une salle de surveillance et de contrôle. Il y avait là des tables avec des journaux de bord jaunis, de vieux écrans et des pupitres de commande, des armoires remplies de documents. Nous y avons passé plus d'1 heure à examiner les documents, et ce que nous avons découvert nous a donné une image encore plus inquiétante. Les essais ont été menés entre 1961 et 1963, et pendant cette période, plus de 50 animaux de laboratoire de différentes espèces et niveaux de modification ont été testés dans ce centre. La plupart d'entre eux sont morts au cours des premières semaines ou des premiers mois des essais pour diverses raisons. Défaillance des organes internes, croissance incontrôlable de tumeurs, agressivité si forte que les animaux se tuaient en essayant de s'échapper de leurs enclos. Mais certains ont survécu et ont démontré précisément les qualités recherchées par les scientifiques. Capacité à survivre à des températures extrêmement basses, force et endurance accrues, intelligence développée et instinct de chasseur. Ces spécimens réussis ont été transférés à la phase suivante des expériences qui se déroulaient dans le 3e hangar. « Nous devons inspecter le 3e hangar », dit David en fermant un autre journal d'observation. D'après ses notes, c'est là que les tests finaux des spécimens les plus performants ont été effectués. Nous y trouverons les réponses aux questions restantes. Nous avons regardé les fenêtres du hangar à travers lesquelles la lumière du jour pénétrait. Le soleil commençait déjà à décliner vers l'horizon alors qu'il n'était que 3 heures de l'après-midi. Il nous restait au maximum 2 heures de lumière, peut-être un peu plus, et nous devions décider, aller au 3e hangar maintenant ou retourner à la base et remettre cela à demain. « Nous aurons le temps », dit Margaret avec détermination. « Le 3e hangar se trouve juste ici, à 20 mètres de nous. Nous allons l'inspecter rapidement, rassembler ce dont nous avons besoin et retourner à la base bien avant la tombée de la nuit. » Thomas voulut protester, mais il regarda nos visages et comprit que la décision était déjà prise. Nous voulions tous terminer nos recherches aujourd'hui
afin de pouvoir contacter le pilote demain et commencer à préparer l'évacuation. Passer une nuit de plus dans cet endroit maudit, sachant qu'une créature qui avait laissé ses traces devant notre porte rôdait quelque part dans l'obscurité, était la limite de ce que nous pouvions supporter psychologiquement. Nous sommes sortis du 2e hangar et nous nous sommes dirigés vers le 3e, qui se trouvait au bout de la rangée et qui était le plus grand des 3. Ces portes n'étaient pas seulement verrouillées, mais également soudées avec des plaques métalliques que quelqu'un avait fixées aux portes et au cadre du hangar, dans le but évident de sceller cet endroit de la manière la plus sûre possible. Il ne voulait pas que quelqu'un entre à l'intérieur, marmonna Alex en examinant les soudures. Ou il ne voulait pas que quelque chose sorte. Nous n'avions pas d'équipement de soudage pour couper ces plaques, mais Alex trouva une porte latérale dans le mur du hangar qui était simplement fermée par un verrou ordinaire. Il a coupé le cadenas avec un coupe-boulon et nous avons ouvert la porte, laissant entrer dans le hangar un courant d'air froid qui, pour une raison quelconque, m'a semblé encore plus froid qu'à l'extérieur. Nous sommes entrés et avons allumé nos lampes, et la lumière a fait ressortir de l'obscurité l'intérieur du 3e hangar. C'était l'endroit le plus étrange et le plus effrayant de tous ceux que nous avions vus dans cette station. Le 3e hangar était aménagé comme un immense labyrinthe, avec de nombreux couloirs, pièces et passages construits à partir des mêmes de parois métalliques qui séparaient dans les sections du 2e hangar. Mais ici, la construction était beaucoup plus complexe. Les couloirs tournaient à différents angles, les pièces étaient bonnes de taille et de formes variées. Certains passages menaient à des impasses, d'autres rejoignaient d'autres couloirs, créant une structure tridimensionnelle confuse. « C'est un parcours d'obstacles », dit Margaret en étudiant la construction. Ils ont créé un environnement artificiel pour tester la capacité des animaux de laboratoire à s'orienter dans un espace complexe, à trouver des sorties et à résoudre des problèmes. C'est un test d'intelligence et d'adaptabilité. Nous avons commencé à avancer prudemment dans le labyrinthe, en restant groupés et en vérifiant constamment que personne n'était à la traîne ou ne s'était perdu. Des plaques indiquant les numéros des pièces et des couloirs étaient accrochées, ici et là, sur les murs, ce qui nous aidait à nous orienter, et nous avons essayé de mémoriser le chemin, afin de pouvoir retrouver notre chemin par la suite. Certaines pièces contenaient des équipements, des mécanismes avec des leviers et des boutons qui devaient probablement être activés dans un ordre précis pour ouvrir la porte de la pièce suivante. Dans d'autres pièces, il y avait des obstacles, de hauts murs à franchir, des passages étroits que seule une créature d'une certaine taille pouvait traverser, des plateformes suspendues sur lesquelles il fallait sauter. Et partout, sur les murs, sur le sol, sur les équipements, il y avait des rayures, de profondes rainures dans le métal, laissées par des griffes ou quelque chose d'encore plus dur. Certaines plaques métalliques étaient tordues ou arrachées. Certaines portes ne tenaient plus que par un seul pivot. Certains obstacles étaient cassés ou déplacés. « Il s'est passé quelque chose ici », dit Thomas en passant sa main sur les profondes éraflures sur le mur. Quelque chose de très puissant et de très maléfique. Regardez à quel point ces marques sont profondes dans le métal. Aucun animal normal ne peut endommager l'acier de cette façon. Nous avons continué à avancer dans le labyrinthe, et à chaque tournant, à chaque nouvelle pièce, il devenait de plus en plus évident que quelque chose de terrible s'était produit ici au cours des derniers jours de fonctionnement de la station. Les dégâts devenaient même de plus en plus importants et nombreux. Certains murs étaient littéralement déchirés. Le métal était tordu et déformé comme s'il avait été écrasé par une main géante. Dans l'une des pièces centrales du labyrinthe, nous avons trouvé ce qui était autrefois un poste d'observation. Une petite pièce avec des fenêtres en verre épais donnant sur plusieurs couloirs du labyrinthe mis à la fois. À l'intérieur, il y avait des tables
avec des appareils, des chaises, des écrans accrochés au mur, et sur le sol gisaient des restes humains. Nous sommes tous restés figés, regardant le squelette vêtu de vêtements pourris, gisant dans un coin de la pièce, à côté d'une chaise renversée. Thomas s'est approché prudemment et s'est accroupi, examinant les restes avec le regard professionnel d'un médecin. Un homme, âgé d'environ 40 à 50 ans, était mort ici il y a très longtemps, à en juger par l'état des os et des vêtements, dit-il lentement. La cause du décès? Il s'interrompit, examinant les os plus attentivement. Fractures multiples, les côtes sont cassées, la colonne vertébrale est endommagée, le crâne est fêlé. Cela semble être le résultat d'un coup violent ou d'une compression. Il a été tué par l'une de ces créatures, murmura Jessica, la caméra tremblante entre ses mains. On dirait, acquiesça Thomas. Il était ici, dans le poste d'observation, quand quelque chose l'a attaqué. À en juger par les dégâts causés à la porte et aux fenêtres, la créature a brisé la vitre et s'est introduite à l'intérieur. Il n'a pas eu le temps de s'enfuir. Nous avons trouvé sur la table un journal de bord dont la dernière entrée datait du 23 juin 1963, le jour même où, selon les documents, l'incident qui a conduit à la déclaration de l'état d'urgence s'est produit. L'entrée était écrite d'une écriture tremblante, parfois presque illisible. 4h32 du matin. Les spécimens, dès 7h15, 16 et 17, se sont échappés des chambres du premier hangar, il y a environ 1 heure. Ils ont pénétré dans le tunnel et se trouvent actuellement dans le 3e hangar, dans le labyrinthe. Nous avons verrouillé toutes les portes, mais ils brisent les murs. D717 fait preuve d'un niveau d'intelligence incroyable. Ils dirigent les actions des 2 autres, ils agissent de manière coordonnée. Ils nous traquent. Nous avons appelé des renforts, mais je crains que l'aide n'arrive trop tard. Si quelqu'un trouve ce journal, le projet Endurance doit être immédiatement abandonné. Nous avons créé quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Nous avons créé des prédateurs parfaits. Et maintenant nous sommes devenus leur proie. Le docteur Stromberg avait raison lorsqu'il nous a mis en garde contre le danger. Nous avions tous tort. Seigneur, aie pitié de nos âmes. Après cela, l'enregistrement s'interrompait, et il était facile d'imaginer la suite. Les créatures avaient atteint le poste d'observation, brisé la vitre, fait irruption à l'intérieur et tué l'homme qui avait écrit ces lignes. Puis elles avaient probablement continué à chasser les autres employés de la station, pris au piège dans ce labyrinthe. « Nous devons partir d'ici », dit Thomas d'une voix ferme et sans appel. « Tout de suite, nous avons recueilli suffisamment d'informations. Il n'y a plus rien à faire ici. » Cette fois, personne ne contesta. Nous photographions rapidement le journal, l'emportâmes avec nous, ainsi que quelques autres documents trouvés sur la table. Puis, nous nous frayâmes un chemin à travers le labyrinthe pour rejoindre la sortie, en essayant d'avancer aussi vite que possible sans perdre notre orientation dans les couloirs enchevêtrés. Nous avions parcouru environ la moitié du chemin lorsque nous avons entendu un bruit. C'était un son grave et bourdonnant, semblable à celui que j'avais entendu la nuit où je m'étais réveillé pour la première fois à cause de bruits étranges. Un son prolongé, presque infrasonore, qui faisait vibrer l'air et résonnait dans ma poitrine. Le son venait de quelque part au fond du labyrinthe, de ces couloirs où nous n'étions pas encore allés. Nous nous sommes figés, tendant l'oreille. Le son s'est répété, plus proche cette fois. Puis nous avons entendu un autre bruit, un cliquetis métallique, comme si quelque chose de très lourd se déplaçait sur le sol métallique, heurtant les murs du couloir. « Il est là », a murmuré Margaret. « La créature est dans le hangar avec nous. »« Vite, vers la sortie !» ordonna David, et nous nous mîmes à courir. Nous courûmes dans les couloirs du labyrinthe, essayant de ne pas perdre le bon chemin, en nous orientant grâce aux numéros sur les plaques et aux éraflures sur les murs que nous avions remarqués en venant. Derrière nous,
Les bruits se faisaient à de plus en plus proches et de plus en plus forts. Cliquetis de métal, coups lourds, grognements sourds qui se ressentaient davantage dans les os que dans les oreilles. Nous avons couru hors du labyrinthe vers la pièce principale du hangar où se trouvait l'entrée, et je me suis retourné, éclairant avec ma lampe le couloir d'où nous venions de sortir. Pendant une seule seconde, le faisceau de ma lampe a fait ressortir une silhouette dans l'obscurité. Énorme, massif, debout sur 4 membres, mais avec des proportions qui semblaient incorrectes, inhumaines. La tête tournée vers nous, les yeux reflétant la lumière de la lampe avec un éclat vert froid. Puis la créature a reculé, se fondant dans l'obscurité du couloir, et nous ne l'avons plus revue. Nous avons couru hors du 3e hangar, par la même porte latérale par laquelle nous étions entrés, avons claqué la porte derrière nous et avons couru loin du secteur Delta, sans nous retourner, sans nous arrêter, jusqu'à ce que nous atteignions le camp de base. Nous avons fait irruption dans la caserne, claqué la porte, verrouillé le loquet, et nous sommes effondrés sur nos lits, haletants, essayant de nous calmer. Pendant quelques minutes, personne n'a pu prononcer un mot. Nous sommes simplement restés assis, à écouter notre respiration haletante et nos cœurs battre à tout rompre. « Nous avons tous vu ça ?» demanda finalement Jessica. « Ce qui était dans le couloir ?»« Oui, nous l'avons vu, » confirma Alex. « Il était là, l'une des créatures de la série Delta 7, vivante 63 ans après l'évacuation de la station. » « Comment a-t-il pu survivre aussi longtemps ?» demanda Thomas, mais c'était plutôt une question rhétorique, car nous savions tous que nous ne connaissions pas la réponse et que nous ne la connaîtrions peut-être jamais. Margaret sortit son téléphone satellite et commença à composer le numéro du pilote, mais David l'arrêta en posant sa main sur le téléphone. « Attendez, dit-il. Réfléchissons. Il est déjà presque 17 heures. La nuit tombe. John ne pourra pas arriver avant demain matin de toute façon. Nous passerons une nuit de plus ici, installerons une alarme supplémentaire et monterons la garde à tour de rôle. Demain matin, nous le contacterons et lui demanderons de venir nous chercher dès que possible. Pourquoi ne pas l'appeler tout de suite et lui demander de venir à l'aube ? Rétorqua Jessica. Parce que si nous l'appelons maintenant dans la panique et lui disons que c'est dangereux ici, il pourrait penser que la situation est critique, essayer de venir de nuit ou dans de mauvaises conditions et s'écraser, expliqua David. Il vaut mieux attendre jusqu'au matin, l'appeler d'un ton calme, lui dire que nous avons terminé nos recherches, plus tôt que prévu, et que nous sommes prêts à être évacués. C'est plus sûr pour tout le monde. Son raisonnement était logique, même si nous avions tous envie de partir immédiatement. Nous avons accepté et avons passé les heures suivantes à renforcer nos défenses. Nous avons installé des filets supplémentaires avec des fusées de détresse autour de la baraque, barricadé la porte en empilant devant elle de lourdes caisses contenant du matériel, vérifié toutes les fenêtres et bouché les fissures dans les murs par lesquelles l'air froid pouvait s'infiltrer. Nous nous sommes répartis en binôme pour assurer la garde. 2 personnes veillent, 4 dorment, avec une relève toutes les 2 heures. David et Alex ont pris le premier quart, Thomas et moi le deuxième, Margaret et Jessica le troisième. Je me suis glissé dans mon sac de couchage, mais je n'arrivais pas à dormir. Je restais allongé, les yeux ouverts, à écouter les bruits de la nuit à l'extérieur. Le vent s'était intensifié et soufflait maintenant entre les baraques, produisant des sons étranges qui pouvaient être n'importe quoi. Parfois, j'avais l'impression d'entendre des pas dans la neige, parfois des griffes raclant le métal, mais chaque fois que je tendais l'oreille et écoutais plus attentivement, les sons n'étaient que le vent. Vers minuit, pendant mon tour de garde, l'une des fusées de détresse s'est déclenchée. Une vive lueur rouge a illuminé l'espace extérieur à travers les fissures des fenêtres condamnées.
et nous nous sommes tous réveillés instantanément et avons saisi nos armes improvisées, prêts à attaquer. Mais l'attaque n'a pas suivi. Nous avons attendu 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Rien ne s'est passé. Finalement, David a ouvert prudemment la porte et a jeté un coup d'œil dehors. Le fil tendu du côté nord s'est déclenché, a-t-il annoncé, mais je ne vois aucune trace dans la neige. Peut-être que le vent ou une branche cassée l'a touché. Nous avons refermé la porte et repris notre tour de garde, mais aucun d'entre nous ne parvint à trouver le sommeil. Nous sommes restés assis dans l'obscurité autour du poêle, qui brûlait faiblement, écoutant le vent dehors et attendant l'aube. Ce fut la nuit la plus longue de ma vie, et quand enfin le jour commença à poindre derrière les fenêtres, je ressentis un tel soulagement, comme si un poids de plusieurs tonnes venait de tomber de mes épaules. L'aube du 21 février nous a accueillis avec une lumière grise et terne qui filtrait à travers les fissures des fenêtres condamnées, et un profond sentiment de soulagement d'avoir survécu à une autre nuit dans cet endroit maudit. David a immédiatement sorti son téléphone satellite et composé le numéro de John, mais il n'y avait pas de connexion. Soit le temps s'était dégradé et le signal satellite ne passait pas à travers les nuages, soit quelque chose était arrivé au téléphone pendant la nuit dans le froid, même si nous l'avions gardé au chaud près du poêle, précisément pour éviter une telle situation. Nous avons essayé d'appeler plusieurs fois à 15 minutes d'intervalle, mais le résultat était le même. Le téléphone indiquait qu'il cherchait un signal, mais la connexion ne pouvait être établie. Alex a pris le téléphone et a commencé à l'examiner pour essayer de comprendre quel était le problème. En démontant le boîtier et en inspectant l'antenne et les composants internes, mais tout semblait en bon état. Le problème ne venait manifestement pas de l'appareil lui-même, mais de l'absence de signal satellite. « Il faut monter sur une hauteur », a déclaré Alex en remontant le téléphone. « Ici, entre les baraques, le signal peut être bloqué par les structures métalliques des bâtiments. Si nous montons sur un point élevé, avec une vue dégagée sur le ciel, la connexion devrait être rétablie. Nous avons consulté la carte de la station et des environs. Le point élevé le plus proche était la tour radio, située à l'extrémité nord de la station, à environ 400 mètres de notre camp de base. La tour mesurait 25 mètres de haut et était équipée d'un escalier menant à la plateforme supérieure, d'où l'on avait une vue dégagée sur tous les côtés et sur le ciel. « Je vais y aller avec Alex », dit David. « Restez ici, fermez les portes à clé et ne sortez pas avant notre retour. Nous allons nous rendre à la tour, contacter John, lui demander de venir immédiatement. Puis nous reviendrons. Cela nous prendra 1 heure maximum aller-retour. » Thomas voulut protester et proposer d'y aller tous ensemble, mais David insista sur le fait qu'il était plus sûr de se séparer en 2 groupes. Si quelque chose arrivait à l'un des groupes, le second pourrait essayer de l'aider, ou au moins savoir ce qui s'était passé. La logique était discutable, mais nous n'avions ni le temps ni l'énergie de discuter, nous ne voulions qu'une seule chose, contacter le pilote le plus rapidement possible et partir d'ici. David et Alex ont enfilé leur équipement arctique complet, ont pris un téléphone satellite, des lampes torches, des talkies-walkies et sont sortis de la baraque. Nous avons fermé la porte derrière eux et remis la barricade de caisse en place. Par la fenêtre, nous avons regardé les 2 silhouettes s'éloigner vers le nord de la station, devenant de plus en plus petites jusqu'à disparaître derrière les baraques les plus éloignées. Nous avons attendu, assis autour du poêle, essayant de nous réchauffer, même si le froid que nous ressentions venait moins du gel arctique extérieur que de la peur qui nous habitait. Jessica vérifiait les images enregistrées sur les caméras. Margaret prenait des notes dans son carnet, systématisant toutes les informations que nous avions recueillies ces derniers jours. Thomas aiguisait silencieusement son couteau de chasse sur une pierre à aiguiser qu'il avait trouvée dans l'une des caisses, et ce bruit monotone et grinçant nous tapait sur les nerfs. Mais personne ne lui a demandé d'arrêter, car c'était mieux que de rester assis dans un silence complet.
20 minutes se sont écoulées, puis 30, puis 45. La radio restait silencieuse, alors que nous avions convenu que David et Alex prendraient des contacts toutes les 15 minutes pour signaler leur position et leur état. Je pris la radio et appuyai sur le bouton d'émission pour essayer de les appeler, mais je n'entendis que des parasites et des interférences. Peut-être qu'ils sont déjà sur la tour et que le signal ne passe pas à cause de la structure métallique, a suggéré Margaret, mais sa voix semblait incertaine. 1 heure s'est écoulée, puis 1 heure et quart. David avait dit qu'il serait promis de retour dans 1 heure maximum, mais cela faisait déjà plus d'1 heure, et nous n'avions toujours aucune nouvelle d'eux. J'ai réessayé de les contacter par radio, mais je n'ai reçu que des interférences en réponse, et un sentiment oppressant que quelque chose n'allait pas a commencé à m'envahir. « Nous devons y aller », a déclaré Thomas en se levant et en enfilant sa veste. Il s'est passé quelque chose. Ils ont peut-être fait une chute depuis la tour, ou ils ont peut-être gelé, ou... Il n'a pas terminé sa phrase, mais nous comprenions tout ce qu'il voulait dire. Nous nous sommes rapidement habillés, avons pris tout l'équipement nécessaire et sommes de sortie tous ensemble de la baraque, décidant qu'il était plus dangereux de rester séparés que d'aller ensemble. Nous nous sommes dirigés vers la tour radio en empruntant le même chemin que David et Alex auraient dû prendre, en examinant attentivement la neige sous nos pieds à la recherche de leurs traces. Les détraces étaient bien visibles sur la neige fraîche qui était tombée pendant la nuit en une fine couche. 2 personnes marchaient côte à côte. Leurs traces menaient directement vers le nord, entre les rangées de baraques abandonnées. Nous avons suivi ces traces en regardant constamment derrière nous et en écoutant tous les bruits autour de nous. Et au bout d'1 quart d'heure, nous sommes arrivés à l'endroit où les rangées de baraques se terminaient et où commençait un terrain découvert, au bord duquel s'élevait la tour radio. La tour était une haute structure métallique composée de poutres en treillis, avec un escalier qui montait au centre jusqu'au sommet, où se trouvait une petite plateforme avec les restes d'équipements radio. Les traces de David et Alex menaient directement à la base de la tour, puis montaient en l'escalier, et nous pouvions voir que quelqu'un était effectivement monté au sommet. Les marches métalliques de l'escalier portaient des éraflures récentes de chaussures, et la neige avait été balayée sur certaines marches. Je levai la tête et regardai la plateforme supérieure de la tour, protégeant mes yeux de la main contre le reflet éblouissant du soleil matinal sur le métal. Il y avait quelque chose sur la plateforme, des silhouettes sombres qui pouvaient n'en être des personnes, mais à cette distance, il était difficile de distinguer les détails. « David, Alex !» ai-je crié de toutes mes forces, et ma voix a résonné dans la gare déserte. Il n'y a pas eu de réponse. Les silhouettes sur la plateforme ne bougeaient pas. « Je vais monter là-haut », a dit Thomas en se dirigeant vers l'escalier. « Restez ici et couvrez-moi. Si quelque chose ne va pas, je crierai, et vous retournerez immédiatement à la base pour vous barricader. » Nous ne voulions pas le laisser partir seul, mais nous comprenions que nous ne pourrions pas tous monter rapidement l'escalier étroit, et que s'il y avait vraiment un danger en haut, il valait de mieux que quelqu'un reste en bas pour assurer nos arrières. Thomas a commencé à monter l'escalier et nous sommes restés au pied de la tour, la tête levée, observant sa lente ascension, alors qu'il franchissait les marches une à une, devenant de plus en plus petit à mesure qu'il approchait du sommet. Il atteignit la plateforme supérieure et s'y immobilisa pendant quelques secondes, regardant quelque chose que nous ne pouvions pas voir d'en bas. Puis, il se retourna vers nous et cria, et sa voix était empreinte d'une telle douleur et d'une telle horreur que le sang se glaça dans nos veines. « Descendez, immédiatement! Il est là !» Nous nous sommes éloignés de la tour, et au même moment, la plateforme supérieure a tremblé sous le choc de quelque chose de lourd. Thomas a disparu de notre vue. Nous avons entendu des cris, des bruits de lutte, des cliquetis métalliques, puis un cri terrifiant s'est interrompu, à mi-mot,
remplacé par un craquement effrayant d'os brisés, que l'on pouvait entendre même au sol. Quelque chose d'énorme a commencé à descendre l'escalier, se déplaçant avec une vitesse et une agilité incroyables malgré sa taille. Nous n'avons pas attendu qu'il atteigne le sol, mais nous avons fait demi-tour et avons couru vers le camp de base aussi vite que nos jambes et notre équipement arctique, qui entravait de nos mouvements et nous empêchait de courir, nous le permettait. Derrière nous, nous avons entendu un bruit sourd de métal frappant le sol, puis des pas lourds dans la neige, qui se rapprochaient à une vitesse effrayante. Je me suis retourné en courant, et j'ai vu la créature qui nous poursuivait. Et ce que j'ai vu a gravé cette image à jamais dans ma mémoire. C'était une énorme créature, à 4 pattes, de la taille d'un gros ours, mais avec des proportions que l'on ne retrouve chez aucun animal connu. Son corps était massif et musclé, recouvert d'une épaisse fourrure blanche qui le rendait presque invisible sur fond de neige. Ses membres antérieurs étaient laids, longs et puissants, ressemblant davantage à des mains de primates qu'à des pattes d'animal, avec d'énormes griffes qui laissaient de profondes traces dans la neige à chaque pas. Ses membres postérieurs étaient plus courts, mais incroyablement puissants, permettant à la créature de faire de longs sauts. La tête était la partie la plus effrayante, grosse, avec un museau allongé, pleine de dents qui dépassaient même lorsque la gueule était fermée. Les yeux étaient rendant grands, dirigés vers l'avant, avec une lueur verte que j'avais vue dans le 3e hangar. Mais ce qui était vraiment effrayant, c'était l'expression de ses yeux. Ni animal, ni vide, mais rempli de quelque chose qui ressemblait à de l'intelligence, à de la conscience, à la compréhension de ce qu'il faisait et pourquoi. La créature nous poursuivait méthodiquement, sans essayer de nous rattraper immédiatement, mais comme si elle nous poussait dans une certaine direction, nous coupant toute retraite vers Scortin Hangar et nous forçant à aller là où elle le voulait. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'un prédateur chassant sa proie, mais d'un adversaire intelligent utilisant des tactiques et des stratégies. Nous avons couru jusqu'à notre baraque, et Jessica a été la première à s'y précipiter. Margaret et moi avons suivi, claquant la porte derrière nous et poussant le verrou au moment même où quelque chose de lourd a frappé la porte de l'extérieur avec une telle force que toute la baraque a tremblé et que des fissures sont apparues dans la porte en bois. « Barricadez la porte !» ai-je crié, et nous avons commencé à attraper tout ce que nous pouvions soulever. Caisses, meubles, morceaux de métal, et à tout empiler contre la porte pour créer une barricade improvisée. Les coups continuaient, chacun plus fort que le précédent. La porte craquait et se déformait. Le verrou métallique commençait à se détacher du bois. Nous savions que c'était une mesure temporaire, que tôt ou tard, la créature enfoncerait la porte et nous atteindrait. Mais nous avions besoin de temps pour élaborer un plan d'évasion. « Le tunnel !» s'écria soudain Margaret. « Il y a des tunnels sous la station qui relient tous les bâtiments. Nous avons vu l'entrée dans le premier hangar. Si nous pouvons y accéder par le tunnel, nous serons loin de cette baraque et nous aurons une chance de courir jusqu'à l'héliport. »« Mais il n'y a pas d'entrée dans le tunnel dans cette baraque !» objecta Jessica. « Nous l'avons inspecté. Il n'y a qu'un seul étage. Alors nous devons nous faufiler dans la baraque voisine et chercher là-bas, dis-je en attrapant la hache qui se trouvait près du poêle. Il y a des passages étroits entre les baraques. Si nous sortons par la fenêtre à l'arrière et courons rapidement vers la baraque voisine, la créature n'aura peut-être pas le temps de nous rattraper. Le plan était désespéré et presque suicidaire, mais nous n'avions pas d'autre choix. Un autre coup puissant secoua la porte, et nous vîmes une énorme patte griffue se glisser dans la fissure qui s'était formée et commencer à élargir l'ouverture. Nous nous précipitâmes vers la fenêtre arrière de la baraque. Je brisai les planches qui la barricadaient à l'aide de la hache, puis je cassai la vitre avec le manche. L'air froid s'engouffra à l'intérieur
et nous commençâmes à sortir les uns après les autres. D'abord Jessica, puis Margaret, puis moi en dernier, jetant un dernier regard en arrière et voyant que la créature avait presque enfoncé la porte, enfonçant sa tête massive dans l'ouverture qui s'élargissait. Nous sommes sortis et avons couru dans le passage étroit entre notre baraque et celle d'à côté, entendant derrière nous le fracas de la porte qui se brisait et le rugissement triomphant de la créature qui avait compris que nous nous étions échappés. Nous avons couru jusqu'à la baraque voisine, j'ai donné un coup de pied dans la porte, elle n'était pas verrouillée et s'est ouverte. Nous nous sommes précipités à l'intérieur et l'avons refermée derrière nous. Cette baraque s'est avérée être un entrepôt rempli de vieilles caisses, de meubles et de divers déchets accumulés au fil des années de fonctionnement de la station. Nous avons commencé à chercher fébrilement l'entrée du tunnel, en déplaçant les caisses et en poussant les meubles. Et finalement, Margaret l'a trouvée dans un coin éloigné. Une trappe métallique dans le sol, fermée par un simple verrou. J'ai repoussé le verrou et soulevé la trappe, ouvrant l'accès à un escalier étroit qui descendait dans l'obscurité. Une odeur de froid et de moisi émanait du bas, mais c'était notre seule chance de salut. Jessica commença à descendre la première. Éclairant le chemin avec une lampe, Margaret la suivit, je fermai la marche, et au moment où j'étais à mi-chemin dans l'escalier, la porte de la baraque s'envola de ses gonds, et une créature apparut dans l'embrasure. Elle se tenait sur ses 4 membres, occupant tout le passage, et me regardait droit dans les yeux avec ses yeux verts effrayants, pleins d'une intelligence froide. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes, et j'ai soudain compris que la créature ne se précipitait pas pour attaquer, mais qu'elle m'étudiait, m'évaluait, prenait une décision. Puis, elle émit un faible bourdonnement que j'avais déjà entendu auparavant et commença à s'approcher lentement. Je sautai dans l'escalier, me cognant douloureusement contre le sol en béton du tunnel, refermai la trappe derrière moi et verrouillai le loquet de l'intérieur, même si je savais que cela n'arrêterait pas la créature longtemps. Nous avons couru dans le tunnel, éclairant notre chemin avec nos lampes, nos ombres sautant sur les murs, notre souffle formant des nuages de vapeur dans l'air glacial. Le tunnel était étroit et bas, nous devions courir courbés, heurtant les tuyaux au plafond avec nos têtes, trébuchant sur les irrégularités du sol. Derrière nous, un bruit métallique retentit. La créature avait commencé à enfoncer la trappe pour nous suivre dans le tunnel. Nous courions sans savoir exactement où menait ce tunnel, avançant simplement et espérant trouver une sortie avant que la créature ne nous rattrape. Le tunnel bifurquait plusieurs fois et nous choisissions une direction au hasard, essayant de nous diriger vers les hangars où nous avions vu une autre sortie vers la surface. Enfin, un escalier menant vers le haut est apparu devant nous, et nous avons presque couru vers lui quand derrière nous, un bruit assourdissant de métal qui s'effondre et des pas lourds ont résonné dans le tunnel. La créature avait enfoncé la trappe et nous poursuivait maintenant dans le tunnel. À en juger par le bruit, il était clair qu'elle se déplaçait beaucoup plus vite que nous, malgré l'espace restreint. Nous avons gravi les marches en courant. J'ai poussé la trappe en haut. Elle s'est ouverte et nous sommes sortis, nous retrouvant à l'intérieur d'un des hangars. Pas celui où se trouvaient les chambres expérimentales, mais un hangar de stockage rempli d'équipements rouillés et de conteneurs vides. J'ai claqué la trappe et j'ai essayé de trouver quelque chose de lourd pour la bloquer, mais j'ai tout de suite compris que c'était inutile. La créature était assez forte pour enfoncer des obstacles bien plus solides. « La porte !» a crié Jessica en montrant l'énorme porte coulissante du hangar. « Si nous les ouvrons, nous pourrons sortir et courir jusqu'à l'héliport. » Nous nous précipitâmes vers les portes et commençâmes à les pousser pour essayer de les ouvrir. Mais le mécanisme était vieux et rouillé. Les portes bougeaient difficilement, centimètre par centimètre, en grinçant et en crissant. Derrière nous, la trappe dans le sol s'est ouverte dans un grand fracas.
et la tête massive d'une créature est apparue dans l'ouverture, puis ses pattes avant, puis tout son corps. Nous avons continué à pousser les portes de toutes nos forces, et elles se sont finalement ouvertes suffisamment pour que nous puissions nous faufiler à l'extérieur. Nous avons couru hors du hangar vers la plaine enneigée baignée de soleil. Et devant nous, à environ 300 mètres, se trouvait la place centrale de la station, avec l'héliport où John nous avait pris le 18 février et où il devait atterrir aujourd'hui pour nous ramener. Nous avons couru à travers l'espace ouvert, enfoncés dans la neige profonde, trébuchant et tombant, mais nous nous relevions et continuions à courir, car s'arrêter signifiait la mort. Un rugissement retentit derrière nous, et je me retournai pour voir la créature sortir du hangar et se lancer à notre poursuite, bondissant à grands sauts qui couvraient d'énormes distances à chaque poussée de ses puissantes pattes arrière. Nous avons couru jusqu'au bord de la place centrale lorsque nous avons entendu un son plus beau que n'importe quelle musique, le grondement sourd d'un hélicoptère qui approchait. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai vu un petit point à l'horizon qui grossissait rapidement, se transformant en la silhouette familière d'un hélicoptère de transport. « Il arrive !» s'écria Margaret. « John arrive !» Nous avons couru vers la place centrale en agitant les bras et en criant, même si le pilote devait déjà nous voir. L'hélicoptère descendait et je pouvais voir le visage de John dans la cabine, ses yeux écarquillés et son expression d'horreur lorsqu'il nous a vus, mais aussi ce qui nous poursuivait à travers la place. L'hélicoptère atterrit, mais les moteurs ne s'arrêtèrent pas. Les pales continuèrent à tourner, soulevant un nuage de poussière de neige. La porte latérale s'ouvrit, et John nous cria quelque chose qui se perdit dans le rugissement des moteurs. Mais le sens était clair. Montez immédiatement à bord. Jessica a couru la première et a sauté dans l'hélicoptère. J'ai aidé Margaret à monter à son tour. Puis, je me suis retourné pour voir à quelle distance se trouvait la créature. Et je l'ai vue à 50 mètres de moi, immobile, regardant fixement l'hélicoptère. Il ne poursuivait pas son attaque. Il se tenait simplement là et regardait. Et dans ce regard, je lisais quelque chose qui ressemblait à la compréhension que sa proie s'échappait. Je sautai dans l'hélicoptère, John tira sur le levier de commande et nous commençâmes à décoller, nous éloignant du sol avec une lenteur pénible qui semblait durer une éternité. La créature fit plusieurs bonds dans notre direction, puis s'arrêta juste sous l'hélicoptère, se dressa sur ses pattes arrière, s'étira de tout son long, et je vis que sa taille dans cette position était d'au moins 3 mètres. Il a levé sa patte avant, comme s'il essayait d'atteindre l'hélicoptère, ses griffes déchirant l'air à quelques mètres sous nous. Puis, nous sommes montés plus haut, hors de sa portée, et avons commencé à prendre de la vitesse en nous éloignant de la station. Je regardais par la porte ouverte la silhouette de la créature qui se tenait au milieu de la place centrale et nous regardait partir jusqu'à ce que nous soyons si loin qu'elle ne soit plus qu'un petit point blanc sur fond de neige, puis qu'elle disparaisse complètement. John ne posa aucune question pendant le vol, se contentant de piloter l'hélicoptère à pleine vitesse en direction de Resolute Bay, tandis que nous étions assis dans la soute, enveloppés dans des couvertures, tremblant moins de froid que du choc et de l'adrénaline qui bouillonnait encore dans nos veines. Ce n'est qu'une fois que nous avons atterri à Resolute Bay et que nous nous sommes retrouvés en sécurité dans un petit hôtel, avec le chauffage et du thé chaud que John a finalement demandé, ce qui était arrivé à David, Alex et Thomas. Nous lui avons tout raconté, le projet Endurance, les créatures de la série Delta 7, le fait que l'une d'entre elles avait survécu pendant 63 ans et avait vécu à la station pendant tout ce temps. Il écoutait en silence et je voyais sur son visage qu'il ne savait pas s'il devait nous croire ou nous prendre pour des fous stressés. Mais ensuite, Jessica lui a montré la vidéo qu'elle avait filmée dans les hangars, lui a montré les animaux de laboratoire morts, les documents
les notes dans les journaux, et enfin quelques secondes d'une vidéo floue où l'on voyait la créature nous poursuivre à travers la place centrale. John a regardé cette vidéo plusieurs fois, l'a agrandie, ralentie, a étudié chaque image, puis a finalement hoché la tête, reconnaissant que nous disions la vérité. Il a dit qu'il allait informer les autorités, qu'il fallait organiser une opération de sauvetage pour retrouver les corps de David, Alex et Thomas, qu'il fallait fermer la station et procéder à une inspection complète du site. Mais nous savions tous que rien de tout cela n'allait se produire. La station était un site militaire secret où étaient menées des expériences que le gouvernement ne voulait pas que quelqu'un connaisse. Il était beaucoup plus simple de déclarer notre expédition comme un accident, d'imputer la mort des 3 personnes aux conditions difficiles de l'Arctique et de classer confidentielle, ou simplement d'ignorer l'information concernant la créature, en nous déclarant témoins, souffrant d'un syndrome post-traumatique après une épreuve difficile. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 3 jours après notre retour, des représentants des autorités canadiennes et américaines sont venus nous voir, nous ont interrogés et ont emporté tout le matériel que nous avions rassemblé. Documents, échantillons, enregistrements vidéo, photos. On nous a dit que les informations sur le projet Endurance restaient de classer secret défense, que nous n'avions pas le droit de divulguer ce que nous avions vu à la station et que si nous tentions de rendre ces informations publiques, nous serions poursuivis en justice pour divulgation de secrets d'État. On nous a proposé une compensation financière pour notre silence, assez généreuse, et nous avons tous signé des accords de confidentialité, car nous comprenions que nous n'avions pas le choix et que lutter contre la machine gouvernementale ne mènerait qu'à notre défaite. Margaret était retournée en Californie et a poursuivi son travail à l'université, sans jamais plus mentionner l'expédition dans l'Arctique. Jessica a déménagé en Europe et s'est lancée dans d'autres projets, essayant d'oublier ce qu'elle avait vu. Je suis retourné à mon travail d'archéologue, mais j'évitais désormais les sites militaires et les lieux classés secrets, me concentrant sur des sujets plus sûrs. Officiellement, notre expédition s'est terminée par une tragédie. 3 membres de l'équipe ont trouvé la mort dans un accident lors de l'exploration d'une station arctique abandonnée. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés et les recherches ont été interrompues après 2 semaines d'efforts infructueux en raison de conditions météorologiques extrêmes. La station a été déclarée dangereuse à visiter et la zone qui l'entoure est fermée à toute exploration sans autorisation spéciale que personne n'obtiendra jamais. Mais je connais la vérité. Je sais que là-bas, dans la station abandonnée de Fort Conger Nord, au milieu du désert arctique, vit encore une créature créée par des scientifiques militaires américains il y a plus de 60 ans dans le but de créer l'arme biologique parfaite, une créature qui a survécu à ses créateurs, qui a survécu à la guerre froide pour laquelle elle a été créée, et qui continue à vivre dans cette ville morte, la gardant comme son territoire. Parfois, la nuit, quand je n'arrive pas à dormir, je pense à lui. Je me demande ce qu'il ressent, seul dans cet enfer glacé. Ressent-il autre chose que ses instincts de prédateur? Se souvient-il de ses créateurs, ces hommes en blouse blanche qui l'ont transformé d'un animal ordinaire en ce monstre? Comprend-il qu'il est condamné à vivre le reste de ses jours dans l'isolement, car il n'y a pas de place dans le monde pour une créature qui n'aurait jamais dû exister? Je ne connais pas les réponses à ces questions, et c'est peut-être mieux ainsi. Certains secrets doivent rester enfouis sous la glace et la neige, dans des endroits où les humains ne retourneront jamais. Mais je sais une chose avec certitude. Si jamais vous entendez parler d'une station abandonnée dans l'Arctique, d'un site militaire secret, d'un lieu où des expériences biologiques ont été menées pendant la guerre froide, n'essayez pas de vous y rendre. N'essayez pas de percer ce mystère. Ne répétez pas notre erreur, car certaines choses
sont mieux laissées, telles quelles. Il vaut mieux ne pas réveiller certains monstres, et certaines vérités sont trop dangereuses pour être connues.